Bonjour à tous, gens de la Baie des Chaleurs, mais également ceux qui viennent syntoniser ce poste-là par le truchement des nouvelles technologies. Alors, c'est une première émission d'une série de 7 À la croisée des chemins. Une émission que je vais animer en compagnie de mon amie Raymonde Arsenault, qui, bon, on est des anciennes compagnes de classe, puisque nous avons fait notre cours d'infirmière ensemble à Gaspé il y a de cela plusieurs années. Alors, sans plus tarder, je vous la présente. Bonjour Raymonde. Bonjour Nicole. Alors, À la croisée des chemins n'est vraiment pas le fruit du hasard, parce qu'après une carrière professionnelle très bien remplie, tant au niveau de Nicole que moi-même, nos chemins se croisent à nouveau. Et aujourd'hui, nous vous invitons sur une autre route que j'appellerais un chemin de vie, dont le thème est « Apprivoiser l'idée de la mort pour mieux célébrer la vie ». Et je me permets de dire « demeurez à l'écoute », sans quoi vous risquez de passer à côté de quelque chose de très intéressant et de très enrichissant. Le contenu des émissions que nous allons vous présenter s'adresse à un public de tout genre, peu importe vos croyances et vos pratiques religieuses. Dans la vie, on a tous eu, à un moment ou à un autre, à faire face au départ d'un être cher et assumer le deuil. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de banaliser le sujet, mais bien de l'aborder avec beaucoup de délicatesse et de respect parce que la vie est sacrée. Et pour que nous puissions vraiment en apprécier la valeur, il est important de prendre conscience que la vie est un cadeau et qu'elle nous est seulement prêtée. Peut-être pour situer un peu nos téléspectateurs, Raymonde, ce serait peut-être bon de dire un peu comment tout ça s'est passé. Tu as été l'initiatrice d'un projet d'abord, de grande envergure, il faut le dire, qui était la sortie d'un documentaire qui a été présenté à Maria en décembre dernier devant public. Et c'est ce documentaire-là qui a donné naissance aux émissions que nous allons passer avec vous, mes amis. Alors, j'ai envie de te poser une question. Comment on arrive à plonger dans un univers aussi profond, aussi intense, souvent déstabilisant, toujours rempli de mystères, comme celui de la mort? Je dirais d'abord que ça prend une certaine audace, puis aussi de la créativité et le goût aussi d'approfondir cette créativité-là, de la persévérance. Et je pense que, dans un premier temps, ça vient du cœur. Ça vient du cœur, puis pour moi, il faut aussi que ça aide d'autres humains. Alors, j'en suis pas à mon premier projet, puis si je regarde avec un peu de recul comment ça fonctionne, c'est un peu comme ça. J'ai comme une propension vers des causes particulièrement humanitaires. Oui, on peut dire à notre public d'ailleurs que Raymonde a fait plusieurs séjours humanitaires en Haïti, entre autres, dans d'autres pays également, où elle a fait un travail remarquable. Mais tu as aussi tes expériences ici au Québec qui t'ont amené à te pencher sur cet univers-là. Exactement, puis je dirais que l'élément déclencheur, c'est le départ de mon père. Mon père est décédé il y a 5 ans. C'était un grand cardiaque. Il avait 89 ans. Puis, je résumerais cette expérience de vie en disant qu'il a été le chef d'orchestre de sa vie. Alors, ma mère, mes sœurs et moi, on était présentes à ce départ et mon père nous a permis de saisir un grand sentiment d'accomplissement de sa vie. Il est mort dans une grande dignité. Et par la suite, lorsque je relatais ce départ à mes intimes, puis regardez, à des gens dans mon milieu de vie, tout simplement. Il y a des personnes qui m'arrivaient avec tellement des beaux témoignages, des témoignages remplis de sérénité, et je me disais, un jour, il faudra bien que je ramasse ça puis que je fasse quelque chose avec ça. Alors, je dirais que toutes ces belles interactions-là sont venues me donner l'audace de questionner cette étape de vie, puis de me dire, pourquoi qu'on ne s'entraiderait pas à apprivoiser la mort. Alors ça, c'est venu enrichir et me donner le goût de faire un pas, d'avancer là-dedans, parce que je pense que, inévitablement, on va s'entraider. Et c'est ce qui t'a donné le goût de faire ce documentaire-là, que tu n'as pas fait toute seule. Tu as eu de l'aide, tu as eu de la collaboration avec ça, oui. Exactement, parce que
si ce documentaire a vu le jour, alors c'est d'abord grâce à Télévague et à sa directrice, Mme Colette Dahl, parce que ce partenariat venait m'assurer d'une compétence technique, puis aussi d'une bonne expertise journalistique, je dirais. Alors, ce documentaire et les émissions que l'on va vivre ensemble, ça nous permet de toucher, je dirais, au merveilleux, au sublime de l'être humain, parce que toute vie en soi est un chef-d'œuvre à découvrir. Et ce documentaire-là renferme 17 témoignages. Alors, j'ai fait 17 entrevues avec des personnes de tous âges, de Nouvelle à New Carlisle, des gens avec une belle générosité, une belle spontanéité, qui nous racontent leur expérience de vie en lien avec la mort, comment ils vivent leur deuil et comment aussi ils célèbrent la vie dans leur quotidien. Et plusieurs nous parlent de leurs croyances et aussi de leur espérance dans l'au-delà. Alors, il y a une belle richesse qui vient tout relier tout ça. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce documentaire-là un peu plus tard. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce documentaire-là qui a donné naissance aux émissions que nous faisons aujourd'hui? Disons que lorsqu'on a parlé du documentaire et qu'on s'est engagé de part et d'autre, c'était déjà prévu qu'il y aurait quelques émissions, 6, 7 ou 8. Alors, on finit par conclure par 7 émissions. Alors, ça permet de diffuser un contenu plus vaste avec les mêmes critères de réalisation que le documentaire. Parce que les émissions, on parle du tournage qu'on a effectué pour faire le documentaire. Alors, ça permet de diffuser un contenu plus vaste parce que les entrevues sont tellement enrichissantes. Et j'imagine d'aller beaucoup plus en profondeur aussi sur la thématique. Exactement. Alors, pour en revenir à ces émissions-là, qu'est-ce que les téléspectateurs vont retrouver de plus au cours de ces émissions? Bien, c'est-à-dire qu'ils vont retrouver un contenu plus élargi, si vous voulez, mais on part toujours du thème « Apprivoiser l'idée de la mort pour mieux célébrer la vie », qui regroupe des témoignages de gens qui ont perdu un être cher, un parent, un conjoint, un enfant. Il y a aussi des gens qui vont nous parler de... Entre autres, il y a 2 octogénaires qui sont vraiment admirables, qui vont nous parler comment ils vivent leur vieillesse avancée. D'autres personnes vont nous parler d'une maladie, comment ils ont pu faire face à un grand défi à relever. Et il y a même une Amérindienne qui vient enrichir tout ce beau cheminement-là, qui nous partage sa spiritualité amérindienne. Et je dirais, le volet spirituel est alimenté par l'abbé Clifford Green, qui nous entretient au sujet du sacrement des malades, et André Mainville, qui est une sœur Saint-Paul de Chartres, qui va nous parler des célébrations funéraires par les laïcs. Alors là aussi, il y a tout un bel amalgame. C'est très intéressant. Et c'est très serein aussi. Oui. Alors, ça ne vient pas troubler les gens, au contraire. Ça peut amener une certaine forme de réconciliation. D'accord. Alors, nous sommes toutes et tous interpellés par le thème de la mort, que ce soit celle de nos proches, que ce soit la nôtre. Alors, soit au moment de faire de donner nos dernières volontés, d'établir notre testament, de faire, même d'organiser nos funérailles. Alors, c'est un thème qui nous rejoint beaucoup. Alors, Raymond et moi avons aussi réfléchi sur la question et nous avons l'intention de partager avec vous quelques réflexions à ce sujet-là. Ce sera les premiers témoignages avant ceux dont on vous a parlé tout à l'heure. Alors, à toi, Raymond, à toi de commencer. En septembre 2014, alors que je débutais ce projet de documentaire, je me suis dit, Raymond, tu demandes à des personnes de faire un témoignage sur comment ils apprivoisent la mort. Et toi, comment tu t'engages en dehors de planifier et d'organiser? Parce que planifier et organiser, pour moi, c'est pas très compliqué. Alors, je me suis dit, tiens, moi aussi, je vais faire une réflexion. Je vais vous lire aujourd'hui ce que j'avais écrit à l'époque. Dans ma vie, à quelques occasions, j'ai dû prendre des décisions très importantes
sans en connaître le dénouement, cependant avec l'intention que cela me permettrait de grandir et d'avancer. Ces grandes décisions m'ont demandé du détachement. Globalement, ma vie a été bien remplie, je me suis réalisée et je suis toujours en croissance. Ma vie a été pleine de sens et je pense que cela va m'aider à partir lorsque le temps sera venu. La douleur fait souvent peur face à la mort. En tant qu'infirmière, je considère qu'il y a eu au cours des dernières années un avancement important concernant les protocoles antidouleurs et l'accompagnement en fin de vie. Il est fort probable que j'irai jusqu'au bout, peu importe ce que la vie aura à m'offrir, parce que je suis convaincue que jusqu'à mon dernier souffle, j'aurai encore des choses à apprendre et de l'amour à donner. À mes derniers moments, peut-être que mes amis seront occupés ailleurs ou déjà partis. Je pense que ma mort ressemblera à ma vie. Elle sera chargée de sens et je tenterai de vivre pleinement cette dernière étape de croissance, en souhaitant bien entendu avoir le soutien nécessaire pour répondre à mes besoins, le calme, l'authenticité des soignants, leur compassion et bien important, un discours axé sur l'essentiel. J'aimerais avoir vraiment conscience que je vais quitter cette terre, peut-être pour la remercier de l'apprentissage qu'elle m'aura permis. Bien entendu, j'aurai toujours la même personnalité. Je continuerai à vouloir faire à ma tête et il est fort probable que je dise aux autres quoi faire, et j'aimerais que ce soit drôle de temps en temps. Personne ne viendra me voler ma mort et si j'en ai la possibilité, je mourrai bien comme il me plaira. Avec ou sans musique, peut-être dans un fauteuil, près d'une fenêtre, dossier à suivre. J'aurai sûrement encore des choses à dire et je voudrais que l'on m'écoute et que l'on comprenne l'urgence de la situation. Jusqu'à la dernière minute, j'aurai besoin de goûter à l'amour. Voilà, la mort, c'est un mystère et la seule certitude que nous avons, c'est qu'un jour, nous serons appelés à tirer notre révérence. Peut-être que je serai atteinte de démence sénile et qu'aux yeux du monde, je n'aurai plus de dignité. Alors quelqu'un de plus grand que moi prendra soin de moi. D'ici là, soyons respectueux envers la vie et célébrons-la amoureusement. Merci Raymonde pour ce beau témoignage qui m'a touchée énormément. Je suis convaincue que ça a touché beaucoup de monde aussi, hein? Je ne me trompe pas. Alors moi, je dirais aux téléspectateurs, lorsque vous aurez un petit espace de tranquillité, faites l'exercice. C'est surprenant ce que ça peut venir préciser. Et toi, Nicole, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Alors moi, je veux vous inviter à un petit exercice, une fantaisie. On va se reporter dans le temps, mais dans le futur. Donc, on est dans une trentaine d'années d'ici. J'ai 85 ans. Je viens de mourir. Ça fait 5 jours, en fait, que je suis décédée. Et là, je suis entourée de mes amis, de mes proches. Je n'ai pas été exposée parce que, bon, c'était pas ma volonté. Alors, il y a tout juste un petit tas de cendres là, dans une urne qui témoigne de mon passage sur la Terre. Puis une photo de moi qui me rend un peu plus justice. Bien sûr, c'est un moment un peu triste, surtout que j'ai une amie qui a voulu me faire un clin d'œil et qui m'a fait tout un éloge bien senti, qui a fait un peu tirer une larme. Mais heureusement, comme mes amis connaissent très bien mon sens de l'humour et comment j'ai aimé avoir du plaisir dans la vie, eh bien, les témoignages qui ont suivi ont allégé l'atmosphère. Je dirais que je suis pas mal certaine que dans peu de temps, on va déboucher quelques bouteilles de champagne. Parce que tout le monde sait que j'ai aimé les bulles durant ma vie. Donc, on va célébrer la vie. On va célébrer la mienne, qui vient de prendre fin, mais on va aussi célébrer celle qui est là, présente dans cette pièce. Je suis morte en ayant eu le temps de prendre congé de mes amis, d'avoir eu le temps de leur dire comment ils étaient importants dans ma vie, comment ils ont compté pour moi. J'aurais pas aimé mourir comme ça subitement, sans avoir eu le temps de prendre congé décemment.
Alors, je suis contente de la façon dont ça s'est passé. Et je pense que c'est important de le faire. C'est important aussi de préparer les autres à notre propre départ. Donc, je suis assez satisfaite. Je suis contente de ma vie. Je suis contente de ma vie, non pas qu'elle ait été si extraordinaire que ça, mais c'est une vie qui a eu ses hauts et ses bas, comme tout le monde, ses réussites, ses échecs. Mais c'est une vie qui m'a comblée. Alors, je meurs avec un grand sentiment d'accomplissement. Mon départ a été préparé bien à l'avance. Déjà, il y a une trentaine d'années, j'avais tout fait. J'avais préparé mon testament. J'avais indiqué à mes proches comment ça allait se passer. C'est important de faire ça. C'est même important, des fois, de voir à ses funérailles même. Je ne suis pas allée jusque-là. J'ai laissé les autres s'en occuper. Et y penser, quand on a la cinquantaine, la quarantaine, ça ne fait pas mourir personne. La preuve, c'est que j'ai encore vécu plusieurs années par après. J'avais même prévu mon mandat d'inaptitude. Mais heureusement, je n'ai pas eu besoin de m'en servir. Mais il était là, au cas où. J'ai aimé la vie. J'ai aimé ma vie parce que, à cause des rêves, plusieurs rêves que j'ai pu réaliser. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles. Bien sûr, il y a eu des moments de tristesse. Il y a eu les départs d'amis, des amis de mon âge qui sont partis beaucoup trop tôt, qui n'ont pas eu la chance de vieillir comme moi je l'ai eu. Alors, mais il y a eu aussi le réconfort d'avoir leur présence qui a perduré par la suite, qu'ils ont été dans mes pensées. C'est une façon, moi, de passer ce deuil-là. Je leur parlais, même s'ils n'étaient plus là physiquement. Et vous allez rire, des fois même, je leur demandais leur avis. C'est sûr que tout ça, c'était bien symbolique, mais ça me faisait du bien, ça m'apaisait. Je crois que chaque personne a sa manière de vivre sa vie, a sa manière aussi de résoudre ses deuils. C'est bien. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide dans ces moments-là. Il ne faut surtout pas hésiter à aller en chercher. Je me dis aussi que mourir à 85 ans, ça me donne donc le privilège de donner un dernier conseil. Ce que j'ai le goût de dire aux gens, c'est il faut rêver dans la vie. Puis il faut se donner les moyens de réaliser le plus de rêves possible. Et je crois sincèrement que quand on a fait ça dans notre vie, ça nous aide à partir paisiblement. Tu es une femme pleine de créativité, puis je vois que tu as une vie qui est pleine de sens. Alors, je te souhaite d'aller bien au-delà de 85 ans et de continuer. Continuer d'être une femme vivante. Et je me le souhaite aussi, c'est sûr. Maintenant, Raymonde, si on revient au documentaire, aux émissions qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui, selon toi, a fait vraiment la richesse de ces documentaires-là et aussi des témoignages que nous allons entendre? Je dirais qu'au fil du temps, ce documentaire est devenu un beau collectif. Et lorsque je pense, entre autres, à toute la générosité des gens qui ont accepté de faire des entrevues, spontanément, avec un beau naturel. Alors, ces gens, il fallait quand même qu'ils aient une certaine disponibilité. Certaines personnes ont dû se déplacer. Ensuite de ça, il y a des gens qu'on a recontactés une deuxième fois parce qu'on avait besoin d'un petit peu plus de photos, etc. Et ce qui fait aussi la richesse, je pense entre autres au narrateur, M. André Houle, qui a une voix justement pleine de richesse. Alors, ce monsieur m'a accompagné dans la grande majorité des entrevues que j'ai faites. Et moi, ça m'a permis de profiter de ses judicieux conseils. Ensuite de ça, nous avions besoin de trames musicales. Il y a une grande musicienne à Nouvelle, Mme Linda Russell House, qui nous a permis d'utiliser un CD qu'elle avait enregistré, Escale dans le temps. Alors ça, là, lorsque j'ai pu obtenir cette permission de Mme Linda, qui est une femme que j'aime beaucoup, vraiment, c'était un beau cadeau. Parce que ça venait comme fermer la boucle avec des gens d'ici. Et lorsque je pense au documentaire, bien, le documentaire, il appartient à tous ces gens-là. Alors, je ne suis pas nécessairement attachée aux produits finis, si vous voulez. Alors, lorsque je pense au documentaire, tiens, c'est un collectif, il appartient à tout le monde.
Alors, c'est vraiment intéressant puisqu'il vient lui donner des lettres de noblesse aussi. C'est que le tout s'est fait dans une totale gratuité. Alors, vraiment, pour moi, c'est un projet qui va cheminer et qui va amener de la sérénité le long de sa route. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un premier témoignage parmi ceux qui ont été enregistrés préalablement. Alors, il s'agit de Marie-Ève Doucette, une jeune maman qui est également une professionnelle de la santé. Elle va nous parler de sa vision de la mort, des deuils. Elle va nous indiquer, nous parler de l'importance de prendre soin de l'héritage que nous ont légué les personnes qui nous ont quittés. Elle va aussi nous parler un peu de la façon dont est vécue la mort dans certains pays, dans d'autres cultures, autrement dit. Alors, dès maintenant, nous vous invitons à écouter Marie-Ève, à nous laisser inspirer par son témoignage. Dans son ensemble, la création est magnifique et harmonieuse. Elle est à la fois source d'inspiration, de questionnement et d'intériorité. Ce qui caractérise la vie, c'est qu'il y a un début et une fin. Qu'on le veuille ou non, dès sa naissance, la personne humaine commence à vieillir et elle est déjà vouée à la mort. Nous avons été placés dans un univers où nous devons apprendre à vivre avec cette finitude et développer à travers cet espace-temps qui nous est propre une conception de la vie qui nous permettra de grandir, d'aimer, d'être aimé, tout en assumant les deuils inévitables et souvent douloureux qui feront partie de cette réalité. Quand les gens parlent de deuil, on pense tout de suite à la mort, mais c'est pas juste ça. Enfant, moi, les premiers deuils que j'ai eus, ma meilleure amie est déménagée. Fait que c'était un deuil en soi de perdre sa meilleure amie. Sinon, mon chien que j'avais depuis des années est mort. Ça a été une rupture viscérale pour moi. J'ai eu de la peine d'avoir perdu mon animal préféré, Maggie, qui s'appelait. Les deuils en soi, ça nous fait grandir, ça nous change. J'ai eu des décès autour de moi aussi. Quand j'étais au cégep, un collègue de classe qui est décédé d'un accident de voiture. Ça bouleverse. Même quand on est jeune, on prend conscience que la vie est fragile. On le voit beaucoup à la télévision avec les jeunes, avec ce qui se passe, à la vitesse en conduisant et tout ça. Donc, on est sensibilisé à ça tout jeune. Puis ça nous change. Ça change notre perception de la vie que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on va être éternellement en forme et en santé. Plus on vieillit, mais c'est sûr qu'on se rapproche de cette étape ultime, moi, que j'appelle, de la mort, qu'on côtoie de plus en plus de par nos grands-parents qui décèdent ou des gens qu'on côtoie au travail ou qu'on a connus qui décèdent, qui nous quittent prématurément bien souvent. Là, c'est sûr que ça nous fait quelque chose. Puis en tant que jeune maman d'une fillette de 2 ans, c'est sûr qu'on n'a pas la même image de la mort. C'est sûr qu'on veut pas qu'elle vienne cogner chez nous bientôt. On a un esprit de protection de notre enfant qu'on n'avait pas avant, parce qu'avant, on n'avait que soi à s'occuper, mais là, on a une petite aide de plus à protéger, qu'on chérit, auquel on fait bien attention. Là. Surtout moi, en tant que pharmacienne, je gère les ordonnances, entre autres de soins palliatifs qu'on appelle de fin de vie. Donc, je sais qu'il y a des familles entourant des gens qui sont sur le point peut-être de décéder. C'est arrivé aussi que ces gens-là faisaient partie de ma propre famille. Je pense à mes 2 grands-papas où j'ai eu justement à être là sur place. J'ai été privilégiée d'être sur place quand ils sont décédés. Donc, je suis devenue un peu le client de notre propre système de santé. Donc, je changeais de siège, si je peux dire. Je passais du volet professionnel au volet familial ou même patient entourant la personne défunte et tout. Mais c'est certain que ça nous touche. Quand on sait que quelqu'un est sur le point de mourir,
je suis pas aux étages là, sur l'équipe active avec les infirmières, mais on se doute bien que il y a un travail qui est fait au chevet, en conciliation avec la famille. On sait que c'est éprouvant, là, souvent pour les familles, mais ça nous touche d'autant plus quand c'est des jeunes enfants. Contre, il n'y a rien d'éternel, hein? Puis, il y a des choses qu'on constate seulement quand on devient parent. Tu sais, des fois, on entend « Ah ouais, c'est la terre de nos futurs petits-enfants et tout ça », mais on dit « Oui, je l'ai déjà entendu, tu sais, qu'il faut faire attention à notre terre, à notre environnement pour les générations futures. » Mais le fait d'avoir un enfant, on le réalise d'autant plus. Que là, il faut vraiment faire attention. Puis tout ce qu'il y a à inculquer de valeur aussi pour que ça lui soit transmis, puis que pour elle aussi, elle voit que c'est important. Puis on le constate aussi quand les gens décèdent, comme papy, qui aimait beaucoup la nature, les animaux. Ça vient nous chercher aussi quand ces gens-là sont plus sur place, là, avec qui on peut partager de ces instants de bonheur-là, ces petits moments-là. Puis là, on se dit, mais il faut que ça perdure, puis il faut que je continue de transmettre cette joie de vivre-là aussi à mes enfants, puis la joie d'être dans la nature, puis tout ça. Oui, c'est vraiment... c'est important, ça, de faire ça avec nos générations futures. Peut-être juste une petite réflexion. Quelque chose d'anodin, mais moi qui me faisait bien rire quand j'étais ado. Ma mère, quand on était adolescente, on se ramassait une gang de filles à la maison, puis là, elle nous tirait au tarot. Puis dans le tarot, il y a une carte que c'est la mort. Puis là, la première fois qu'elle a tiré quelqu'un d'entre nous avec la carte de la mort, elle, là, on s'est tous regardés en voulant dire « Oh, il y a quelqu'un qui va mourir. » Puis là, on a compris que non, c'était quand même une bonne carte, c'était la carte du changement. Puis dans tout changement, il y a des étapes à travers lesquelles on doit passer, c'est-à-dire le déni, la colère, l'injustice, jusqu'à temps que ça aille à l'acceptation. Puis je me disais, la mort, c'est un deuil, mais c'est un changement aussi pour les gens qui restent. Et tout est dans la façon dont on aborde ce changement-là, ce deuil-là. Je trouve qu'il y en a pour qui c'est plus facile de passer à travers les étapes d'un deuil, donc de passer à travers un changement, alors que pour d'autres, c'est plus pénible. Je trouvais l'analogie intéressante à faire entre le changement, là, puis de passer de la mort à la vie. Il y a ça. En Inde, en Asie, la façon dont est vécue la mort est très différente de la nôtre. En Inde, il y a certains endroits où c'est vécu comme une délivrance. On en est presque content que la personne soit décédée pour peut-être pas revenir sur Terre en réincarnation. Il y a d'autres endroits au Vietnam, par exemple. Au Vietnam, les gens, quand ils célèbrent la mort, sont habillés de blanc. Puis quand on ne le sait pas, puis on les voit, on se dit « Ah, il doit y avoir un mariage, hein, quoi? » Mais non, c'est la mort qu'ils sont en train de célébrer. C'est vraiment une grande fête que les gens... Ça m'a toujours fasciné, les rites funéraires dans le monde. Alors, merci beaucoup à Marie-Ève pour ce beau témoignage rempli de jeunesse, rempli de vie, un témoignage bien senti. La semaine prochaine, nous allons entendre 3 autres personnes. Un jeune papa, David Philippe, qui a eu à combattre un cancer et qui va nous présenter sa vision de la vie, maintenant, suite à toutes les épreuves qu'il a traversées dans le passé. Mais également 2 octogénaires, mais 2 personnes qui vont nous parler comment ils voient toute cette vie-là, ils sont passés par des épreuves eux également, mais où ils en sont rendus aujourd'hui. Alors, ça sera nos prochains témoignages pour la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne continuation dans cette recherche de sens et merci de faire route avec nous.